Indiana Mitchell était le genre de personne qui croyait encore aux contes de fées. À 23 ans, elle cumulait 2 emplois à Fort Wayne, dans l'Indiana. Le matin dans un café local et le soir dans une librairie près du centre commercial. Ses collègues la décrivaient comme une personne pétillante, toujours souriante, du genre à se souvenir de l'anniversaire de tout le monde et à apporter des biscuits faits maison à partager pendant les pauses. Mais sous cette apparence joyeuse se cachait une jeune femme qui se sentait profondément seule. Indiana avait déménagé à Fort Wayne 2 ans plus tôt, laissant derrière elle une situation familiale compliquée dans le Michigan. Ses parents avaient divorcé lorsqu'elle avait 16 ans, une séparation amère qui l'avait obligée à choisir son camp. Elle n'avait choisi aucun des deux, préférant tracer sa propre voie, en travaillant à l'université communautaire, tout en jonglant entre ses 2 emplois. Elle avait des amis, bien sûr, mais il s'agissait d'amitiés superficielles, nées de quarts de travail communs et de petites conversations. Rien de profond, rien de réel. Elle était toujours à la recherche de liens, racontera plus tard sa colocataire Sarah Chen aux enquêteurs. Elle voulait que quelqu'un la voie vraiment. Vous comprenez? Qu'on la comprenne. Ce désir rendait Indiana vulnérable d'une manière qu'elle ne reconnaissait pas pleinement. Partie 2. Le début de la romance numérique. Tout a commencé de manière innocente, comme c'est toujours le cas dans ce genre de situation. Indiana avait rejoint une communauté en ligne pour les amateurs de livres au début du mois de mars 2023. Elle adorait les romans fantastiques, en particulier les histoires mettant en scène des gens ordinaires qui découvraient qu'ils étaient destinés à accomplir des choses extraordinaires. Elle passait des heures sur le forum, à discuter des arcs narratifs et des rebondissements, trouvant enfin des personnes qui partagèrent sa passion. C'est là qu'elle a rencontré Marcus. Son profil indiquait qu'il avait 27 ans et vivait à Indianapolis, à seulement 2 heures de route. Il publiait des analyses réfléchies des mêmes livres qu'elle aimait, et lorsqu'il a commenté l'un de ses messages sur les thèmes de l'appartenance dans la fantasy moderne, quelque chose a fait tilt. « Tu as vraiment compris ?» disait son premier message privé. « La plupart des gens voient ces histoires comme une évasion, mais toi, tu comprends qu'il s'agit de trouver sa place. » Indiana se sentait comprise. Les messages devinrent quotidiens, puis constants. En 2 semaines, ils étaient passés du forum à une application de messagerie privée. Marcus semblait parfait, attentif sans être insistant, intéressé par tout ce qui concernait sa vie, encourageant lorsqu'elle se plaignait des clients difficiles au travail. « Il me comprenait tout simplement », confia Indiana à Sarah un soir dans leur petit appartement. « C'est comme s'il savait exactement ce que je pensais avant même que je ne le dise. » Sarah, qui faisait défiler son téléphone sur le canapé, leva à peine les yeux. « C'est génial. Mais fais attention aux mecs que tu rencontres en ligne, d'accord ?» Mais Indiana ne faisait pas attention. Elle tombait amoureuse. Partie 3. Les signes d'alerte que personne n'a remarqués. Avec le recul, les signes avant-coureurs étaient là. Ils le sont toujours. Marcus ne voulait jamais discuter par vidéo. « Ma caméra est cassée », disait-il. Puis, « Je suis très complexé par mon apparence à l'écran. » Finalement, il a cessé de trouver des excuses et Indiana a cessé de demander. Elle s'est convaincue que cela n'avait pas d'importance, que leur connexion était plus profonde que leur apparence physique. Il était toujours disponible, répondant aux messages en quelques minutes, à toute heure du jour ou de la nuit. Indiana pensait que c'était de la dévotion. Elle n'a pas envisagé qu'il puisse s'agir de toute autre chose. Les photos qu'il envoyait semblaient également légèrement étranges. Elles étaient toujours floues, prises sous des angles inhabituels, montrant juste assez pour être crédibles, mais jamais assez pour être claires. Sur l'une d'elles, supposément prise dans un café à Indianapolis, l'arrière-plan semblait vaguement étranger, les enseignes ne correspondant pas tout à fait à celles des chaînes de l'Indiana. Indiana l'a remarqué, mais elle s'est trouvé une explication. C'était peut-être un nouvel endroit. Peut-être que l'éclairage était simplement bizarre. Marcus en savait beaucoup trop sur son emploi du temps. Il lui envoyait des messages exactement au moment où elle quittait le travail, comme s'il savait précisément quand elle serait libre.
C'est juste un bon timing, disait-il. Et Indiana le croyait. Elle voulait le croire. Le plus gros signal d'alarme est apparu à la mi-avril, 6 semaines seulement après le début de leur relation en ligne. « Je veux te rencontrer », a écrit Marcus un soir. « J'ai besoin de te voir en personne, Indiana. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Le cœur d'Indiana s'est emballé. C'était ce qu'elle attendait, la confirmation que c'était réel, qu'elle n'était pas folle de croire en cette connexion. Mais il y avait un hic. « Je ne peux pas venir à Fort Wayne pour le moment », expliqua Marcus. « Ma voiture est au garage et j'ai des problèmes familiaux. Mais il y a un endroit parfait à mi-chemin entre nous, une petite ville appelée Lebanon. Elle est exactement au milieu. Nous pourrions nous y retrouver, juste pour une journée, juste pour enfin être ensemble. » Sarah entendit Indiana au téléphone, tout excitée, raconter à sa sœur la rencontre à venir. « Lebanon ?» demanda Sarah, après qu'Indiana eut raccroché. « Pourquoi ne pas simplement le faire venir ici, ou aller à Indianapolis ? C'est plus romantique comme ça, insista Indiana. À mi-chemin, comme si nous faisions tous les deux un effort. » Sarah voulait s'y opposer, mais le visage d'Indiana rayonnait de bonheur. Elle laissa tomber. Elle regretterait cette décision pour le reste de sa vie. Partie 4. Les préparatifs. La semaine précédant la rencontre prévue, les messages de Marcus se multiplièrent. Il lui envoya de longs messages pour lui dire à quel point il était excité, qu'il avait attendu toute sa vie quelqu'un comme elle, que cette rencontre allait tout changer. « J'ai réservé une table dans un restaurant incroyable », écrivait-il. « Je veux que tout soit parfait pour toi. » Indiana est allée faire du shopping et a dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas vraiment pour s'acheter une nouvelle robe, rien de trop sophistiqué, mais suffisamment jolie pour faire bonne impression. Elle est allée chez le coiffeur pour la première fois depuis des mois. Elle voulait, elle aussi, que tout soit parfait. « Tu es rayonnante », lui fit remarquer sa collègue du café la veille de la rencontre. « Qu'est-ce qui te rend si heureuse ?»« Je rencontre quelqu'un de spécial demain », répondit Indiana, incapable de réprimer son sourire. « Quelqu'un d'ici ? De la région d'Indianapolis. Nous discutons en ligne depuis un certain temps et nous allons enfin nous rencontrer en personne. » Le sourire de sa collègue s'est légèrement effacé. « En ligne ? Tu as fait des vidéoconférences avec cette personne ?» Indiana s'est immédiatement mise sur la défensive. « Nous n'avons pas besoin de vidéoconférence pour avoir une vraie connexion. C'est plus profond que ça. »« J'en suis sûr, ma chérie. Mais fais attention, d'accord ? Rencontrez-vous dans un lieu public. »« On se retrouve dans un restaurant, » la rassura Indiana. « C'est tout à fait sûr. » Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Le restaurant choisi par Marcus, le petit bistrot à Lebanon, était bien réel. Indiana l'avait trouvé sur Internet. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que la réservation n'était pas pour le restaurant. Elle était pour plus tard, pour ce qui viendrait après. Partie 5. Le dernier matin. Le samedi 29 avril 2023, le jour se leva, lumineux et chaud. Indiana se réveilla à 6 heures du matin, trop excitée pour dormir. Elle avait dit à Marcus qu'elle partirait vers 9 heures, se laissant suffisamment de temps pour faire le trajet d'1 heure jusqu'à Lebanon. Sarah était déjà partie pour la journée. Elle travaillait le week-end à l'hôpital. Indiana lui envoya un petit SMS. « Je pars bientôt. Souhaite-moi bonne chance. » Sarah répondit immédiatement. « Bonne chance. Envoie-moi un SMS quand tu arrives et quand tu pars. Et je veux une photo de ce type. »« D'accord, » répondit Indiana en ajoutant une série d'émojis en forme de cœur. Elle enverrait un dernier SMS à Sarah, un seul, et ce ne serait pas une bonne nouvelle. Indiana passa 1 heure à se préparer, changeant 3 fois de tenue, avant de se décider pour la nouvelle robe bleue qu'elle avait achetée. Elle se maquilla de façon naturelle, mais mit un peu plus de mascara que d'habitude. Elle voulait ressembler à elle-même, mais en mieux. À 8h47, elle prit son sac à main, vérifia que son téléphone était complètement chargé et prit une profonde inspiration. Dans son esprit, c'était le début de quelque chose de magnifique, le début de l'histoire d'amour dont elle avait toujours rêvé.
Elle verrouilla la porte de son appartement derrière elle et se dirigea vers sa voiture, une Honda Civic de 2015, qui avait connu des jours meilleurs, mais qui fonctionnait encore assez bien. Ce qu'Indiana n'a pas remarqué, c'est le SUV noir, garé 3 places plus loin que sa place habituelle, celui aux vitres teintées, celui qui était là depuis 3 matins, arrivant toujours avant qu'elle ne parte au travail. Elle n'a pas remarqué qu'il était sorti derrière elle lorsqu'elle a quitté le parking. Elle n'a pas remarqué qu'il la suivait sur l'autoroute I-69 en gardant une distance prudente. Indiana pensait à l'amour, aux possibilités, au fait d'être enfin vue, comprise et désirée. Elle pensait à tout, sauf au danger. Partie 6. Le voyage vers le destin. Le trajet jusqu'à Lebanon aurait dû prendre environ 1 heure. Indiana connaissait l'itinéraire par cœur, l'autoroute I-69 Sud jusqu'à l'autoroute 39, puis dans la petite ville qui servirait de toile de fond à sa rencontre romantique. Elle conduisait les vitres baissées, laissant l'air printanier souffler dans ses cheveux. Sa playlist passait en boucle ses chansons préférées, des ballades romantiques et des morceaux pop optimistes qui correspondaient à son humeur. Elle chantait en chœur, vérifiant de temps en temps son téléphone lorsqu'il vibrait, pour lui signaler de nouveaux messages de Marcus. « J'ai hâte de te voir », disait l'un d'eux. « Tu vas être tellement belle », disait un autre. « J'ai une surprise pour toi après le déjeuner », disait un troisième. Indiana souriait à chaque message, son excitation grandissant à chaque kilomètre. À 9h52, elle envoya à Sarah un selfie depuis une station-service juste à la sortie de Lebanon. Sur la photo, ses yeux brillaient d'impatience. « J'arrive bientôt », disait le message. Sarah répondit par un pouce levé et un rappel « Dans un lieu public, et envoie-moi des photos ». À 10h15, Indiana se gara sur le parking du petit bistrot. C'était un charmant petit endroit, exactement comme il apparaissait sur les photos en ligne. Une maison rénovée avec des jardinières aux fenêtres et une petite terrasse extérieure. Elle vérifia son reflet dans le rétroviseur, appliqua une nouvelle couche de gloss et prit une profonde inspiration. Ça y était, le moment où tout allait changer. Indiana sortit de sa voiture en lissant sa robe. Elle regarda autour d'elle dans le parking à la recherche de quelqu'un qui pourrait être Marcus. Elle avait vu des photos, mais le reconnaîtrait-elle en personne? Son téléphone vibra. « Je suis là », disait le message de Marcus. « À l'intérieur, à table, j'ai hâte de te serrer enfin dans mes bras. » Le cœur d'Indiana battait à tout rompre, tandis qu'elle se dirigeait vers l'entrée du restaurant. La caméra de sécurité, au-dessus de la porte, la filma à 10h17 précise, souriante, pleine d'espoir, complètement inconsciente. Elle ouvrit la porte et entra. L'hôtesse leva les yeux. « Bonjour, avez-vous réservé ? J'ai rendez-vous avec quelqu'un ?» répondit Indiana en balayant du regard la petite salle à manger. Seules 4 tables étaient occupées et aucun des hommes assis à ces tables ne ressemblait aux photos de Marcus. « Sous quel nom la réservation a-t-elle été faite ?» demanda l'hôtesse. « Marcus. En fait, je ne suis pas sûr de son nom de famille, mais il m'a dit qu'il serait ici, à une table. » La serveuse consulta sa liste, fronçant légèrement les sourcils. « Je n'ai aucune réservation au nom de Marcus, et je suis là depuis l'ouverture. Personne n'attend seul. » Le sourire d'Indiana s'estompa. Elle sortit son téléphone et envoya un message rapide. « Je suis au restaurant. Où es-tu » La réponse fut immédiate. « Je suis vraiment désolé. Il y a eu un problème avec la réservation. Mais je suis dans un autre endroit, juste en bas de la rue, au Garden Caf. C'est beaucoup plus agréable de toute façon. Tu peux me rejoindre là-bas ?» Une petite boule d'angoisse se forma dans l'estomac d'Indiana, mais elle la repoussa. Les confusions, ça arrive. Ce n'était pas grave. « Désolé, » dit-elle à l'hôtesse. « Ce n'est pas le bon restaurant. » Elle retourna à sa voiture sans remarquer que le SUV noir qu'il avait suivi depuis Fort Wayne était désormais garé à l'autre bout du parking. Elle ne remarqua pas non plus qu'une personne à l'intérieur du SUV avait sorti son téléphone pour prendre des photos alors qu'elle remontait dans sa Honda. À 10h23,
La caméra de sécurité du Garden Café filma Indiana franchissant la porte. Elle semblait désormais un peu moins sûre d'elle, avec une pointe de confusion dans le regard. Ce restaurant était presque vide. Seuls 2 couples âgés y prenaient un petit déjeuner tardif. Marcus n'était pas là. Le téléphone d'Indiana vibra à nouveau. C'est alors que tout commença à se dévoiler. Indiana fixa son téléphone, lisant 3 fois le dernier message de Marcus avant de le comprendre pleinement. « Je suis désolé, chérie. Je suis en retard. Il y avait beaucoup de circulation. Mais j'arrive bientôt. Peux-tu m'attendre sur le parking derrière le café? C'est plus intime. Je veux que notre première rencontre soit spéciale, juste nous deux, sans foule qui nous regarde. » Tous les instincts qu'Indiana avait développés au cours de ses 23 années d'existence lui criaient que quelque chose n'allait pas. Les restaurants publics étaient une chose, les parkings vides en étaient une autre. Mais ensuite vint le message suivant, celui qui la fit hésiter. « Je comprends si tu te sens mal à l'aise. Je sais que cela peut paraître bizarre. Je suis juste très nerveux à l'idée de te rencontrer en présence d'autres personnes. Je n'ai jamais ressenti cela pour personne auparavant, et je ne veux pas tout gâcher. Mais si tu préfères attendre à l'intérieur, je comprends tout à fait. Je viendrai te chercher là-bas. » La vulnérabilité dans ces mots semblait réelle. Indiana avait passé 2 mois à apprendre les habitudes de Marcus en matière de texto, ses vulnérabilités, ses peurs. Cela lui ressemblait. Anxieux, trop réfléchi, sincèrement soucieux de faire bonne impression. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, au Garden Café. Les couples âgés étaient plongés dans leur conversation, ne lui prêtant aucune attention. La barista faisait défiler son téléphone derrière le comptoir. « D'accord, » répondit Indiana. « Je vais attendre dehors, mais juste quelques minutes. Tu es formidable, j'arrive dans 5 minutes. Je te promets que tout s'éclaircira bientôt. » Indiana sortit du café et contourna le bâtiment pour se rendre au parking arrière. Il était plus petit que celui à l'avant, bordé d'une clôture en bois et de buissons envahissants. 3 voitures y étaient garées, toutes vides. La caméra de sécurité qui aurait dû couvrir cette zone avait été vandalisée quelques semaines auparavant, ce qu'Indiana ne pouvait pas savoir. Elle s'appuya contre sa Honda et regarda l'heure. 10h31. Le SUV noir entra dans le parking à 10h32. Partie 2. La prise de conscience. Indiana leva les yeux lorsque le SUV entra dans le parking, s'attendant à voir Marcus au volant. Mais les vitres étaient trop teintées pour qu'elle puisse voir à l'intérieur. Le véhicule se gara à 2 places de la sienne, le moteur toujours en marche. Personne n'en sortit. Le cœur d'Indiana se mit à battre plus fort. Elle envoya un SMS rapide à Marcus. « C'est toi dans le SUV noir ?» Pas de réponse. Elle attendit 30 secondes. Toujours rien. La portière conducteur du SUV s'ouvrit et un homme en sortit. Il était grand, peut-être 1,88 m, et portait un jean et un sweat à capuche foncée malgré la chaleur. Il semblait avoir la quarantaine, avec une barbe grisonnante et des yeux bleus froids qui se posèrent immédiatement sur Indiana. Ce n'était pas Marcus. Ce n'était personne parmi les photos qu'on lui avait envoyées. « Indiana ?» dit l'homme d'une voix rauque et inconnue. Toutes les alarmes se déclenchèrent simultanément dans le corps d'Indiana. « Je pense qu'il y a une erreur, » dit-elle en posant la main sur la poignée de la portière de sa voiture. « J'attends quelqu'un d'autre. »« Je sais qui vous attendez, » dit l'homme en s'approchant d'un pas. « Marcus m'a envoyé. Il a été retenu. Il m'a demandé de venir vous chercher. »« Non, » dit Indiana fermement, la voix tremblante. « Non, ça n'a aucun sens. Il me l'aurait dit. » Elle baissa les yeux vers son téléphone. Toujours aucune réponse de Marcus. L'homme fit un autre pas en avant. « Il est chez lui, à 10 minutes d'ici. Il voulait vous faire une surprise. Vous préparez lui-même votre déjeuner au lieu d'aller au restaurant. C'est plus intime, vous comprenez ?» Le pouce d'Indiana planait au-dessus du numéro de Sarah. « Je dois d'abord l'appeler. Son téléphone est déchargé, c'est pour ça qu'il m'a envoyé. Écoute, je sais que ça peut paraître bizarre, mais je suis son colocataire, Jake.
Il m'a tout raconté à ton sujet, les livres fantastiques que tu adores, ton travail à la librairie, ton déménagement ici depuis le Michigan, il y a 2 ans après le divorce de tes parents. Indiana se figea. C'étaient des détails qu'elle n'avait partagés qu'avec Marcus. Des détails privés. Comment? Parce que Marcus et moi sommes proches. Il parle de toi tout le temps. Écoute, je comprends que tu aies peur. Tu as raison d'être prudente. Mais je te jure que je suis juste là pour te conduire chez lui. Si tu ne te sens pas à l'aise, je peux te donner l'adresse et tu pourras y aller en voiture. Pas de pression. C'était une technique de manipulation classique. Donner à la victime un sentiment de contrôle, tout en la dirigeant exactement là où on veut qu'elle aille. Partie 3. La décision critique l'esprit rationnel d'Indiana était en guerre avec son désir désespéré de croire que tout cela était innocent. Elle avait conduit pendant 1 heure. Elle avait dépensé de l'argent pour une nouvelle robe. Elle avait parlé de ce rendez-vous à tout le monde. L'embarras de s'enfuir à cause de sa paranoïa lui semblait presque aussi effrayant que le danger dans lequel elle pouvait se trouver. « Quelle est l'adresse » demanda-t-elle en consultant le GPS de son téléphone. L'homme, Jake, lui donna une adresse. Indiana la saisit. L'emplacement apparut. Une maison à la périphérie de Lebanon, au bout d'une route de campagne. Durée estimée du trajet, 12 minutes. « Tu vois ?» dit Jake. « Ce n'est pas loin. Tu peux y aller en voiture si tu veux. Je vais rentrer et dire à Marcus que tu es en route. » C'était le moment précis où la décision d'Indiana allait déterminer si elle vivrait ou mourrait. Elle regarda le visage de Jake, à la recherche de signes de danger. Il semblait normal. Peut-être un peu rude, mais pas menaçant. Pas comme les prédateurs qu'elle avait vus dans les documentaires sur les crimes réels. « Je devrais d'abord appeler ma colocataire, » dit Indiana. « Lui dire où je vais. »« Bien sûr, » répondit Jake, mais sa mâchoire se crispa de manière presque imperceptible. « Je comprends tout à fait. » Indiana composa le numéro de Sarah. Ça sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois, messagerie vocale. Sarah était en chirurgie. Son téléphone était éteint. Indiana essaya d'envoyer un SMS à la place. « Changement de programme. Je vais voir Marcus chez lui. » Elle tapa l'adresse. « Je sais que ça semble fou, mais son colocataire est venu me chercher. Je te tiendrai au courant. » Elle appuya sur « Envoyer ». Le message apparut comme livré. Ce message allait plus tard devenir une preuve cruciale, mais il ne sauverait pas la vie d'Indiana. « D'accord, » dit Indiana en prenant une profonde inspiration. « Je te suivrai là-bas avec ma voiture. » L'expression de Jake changea. Pendant une fraction de seconde, Indiana vit quelque chose de sombre passer sur son visage. De la frustration, de la colère, mais cela disparut aussitôt, remplacé par un sourire amical. « En fait, Marcus voulait que je vienne te chercher. Il a prévu une surprise et voir ta voiture arriver gâcherait tout. Tu peux laisser la tienne ici, je te ramènerai après. Le propriétaire du café ne verra pas d'inconvénient, je me gare ici tout le temps. » C'était le moment. Le véritable test. Tous les documentaires sur les personnes disparues qu'Indiana avait regardés lui revinrent à l'esprit. Règle numéro 1. Ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Ne jamais quitter son propre véhicule. Ne jamais renoncer à sa capacité de fuite. Mais ce n'était pas un inconnu, n'est-ce pas? C'était le colocataire de Marcus. Marcus qui avait passé 2 mois à apprendre à la connaître, à lui confier ses peurs et ses rêves les plus profonds. Marcus qui lui avait dit qu'il l'aimait. « Je ne sais pas, » commença Indiana. « Écoute, » dit Jake d'un ton légèrement plus sec. « Pourquoi ne pas appeler Marcus avec mon téléphone, pour te prouver que c'est vrai ?» Il sortit un téléphone portable et le tendit vers elle. Indiana tendit la main pour le prendre. C'est alors qu'elle vit son autre main se diriger vers sa poche, vers quelque chose de volumineux qui s'y cachait. Et Indiana comprit enfin. Il n'y avait pas de Marcus. Il n'y avait jamais eu de Marcus. Partie 4. La tentative d'évasion, l'instinct de survie d'Indiana se réveilla avec une clarté dévastatrice. Elle lâcha le téléphone et se mit à courir. Pas vers le café, car Jake lui bloquait le passage.
Elle sprinta plutôt vers la clôture, ses nouvelles chaussures de ville glissant sur les graviers, tandis qu'elle cherchait désespérément une brèche, une ouverture, n'importe quoi. « À l'aide !» cria-t-elle. « Que quelqu'un m'aide !» Jake fut plus rapide qu'elle ne l'avait prévu. Il la rattrapa en quelques secondes et lui saisit le bras avec une force écrasante. Indiana sentit quelque chose de dur appuyé contre ses côtes, l'objet qui se trouvait dans sa poche. « Ne fais pas ça !» lui souffla-t-il à l'oreille. « Ne complique pas les choses !» Indiana fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Elle se relâcha complètement, se laissant aller comme un poids mort, se rendant aussi difficile à déplacer que possible, tout en continuant à crier. Une porte s'ouvrit. Quelqu'un d'un des commerces voisins avait entendu. Jake relâcha son étreinte pendant une seconde qui suffit à Indiana. Elle se dégagea, tombant lourdement sur le gravier, mais se remettant rapidement sur pied. Son téléphone était tombé de sa poche, l'écran était fissuré, mais fonctionnait toujours. « Cette femme a besoin d'aide !» cria quelqu'un de l'autre côté du parking. Jake fit un calcul rapide. Il y avait désormais trop de témoins, trop d'attention. Il courut vers le SUV, démarra le moteur en rugissant et quitta le parking en crissant des pneus. Indiana s'effondra contre sa Honda, tremblant de manière incontrôlable, tandis qu'un bon samaritain, un homme d'âge moyen en costume, se précipitait vers elle. « Ça va, je dois appeler la police ?» Indiana arrivait à peine à articuler. « Oui, s'il vous plaît, oui. » À 10h47, le département de police de Lebanon reçut un appel concernant une tentative d'enlèvement. Mais la véritable enquête, celle qui allait révéler l'horreur de ce dans quoi Indiana avait failli se fourrer, ne faisait que commencer. L'inspectrice Sarah Morrison arriva sur le parking du Garden Caf à 11h15. Elle travaillait au commissariat de Lebanon depuis 12 ans et avait vu son lot de disputes domestiques et de bagarres dans les bars, mais les tentatives d'enlèvement étaient rares dans leur ville tranquille. Indiana était assise à l'arrière d'une voiture de patrouille, enveloppée dans une couverture, malgré la chaleur de la journée, encore tremblante. Son mascara avait coulé sur ses joues, et elle serrait son téléphone fissuré comme une bouée de sauvetage. « Mademoiselle Mitchell ?» L'inspectrice Morrison s'approcha avec un sourire doux. « Je suis l'inspectrice Morrison. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» Indiana raconta son histoire par bribes, la relation en ligne, les messages, l'homme qui n'était pas Marcus, le SUV noir. À chaque détail, l'expression de Morrison devenait plus sérieuse. « Avez-vous encore les messages de Marcus ?» demanda Morrison. Indiana acquiesça et déverrouilla son téléphone avec des doigts tremblants. Elle ouvrit l'application de messagerie. La conversation avait disparu. Tous les messages, 2 mois de communication quotidienne, avaient été supprimés. « Non !» murmura Indiana. « Non, non, non. Ils étaient là, tous, toutes nos conversations. » Morrison serra les mâchoires. « Il avait un accès à distance à votre téléphone. » Le détective Morrison appela l'unité des crimes informatiques du FBI dans les heures qui suivirent. L'agent spécial David Chen arriva d'Indianapolis le même après-midi, apportant avec lui un équipement sophistiqué de criminalistique numérique. « Même les messages supprimés laissent des traces », expliqua Chen à Indiana au poste de police. « Votre téléphone a été piraté, mais nous pouvons récupérer les données sur les serveurs de l'application. » Pendant que Chen travaillait, Morrison poursuivit son enquête. L'adresse que Jake avait donnée à Indiana, elle appartenait à une ferme abandonnée qui devait être démolie, l'endroit idéal pour commettre un crime sans témoin. Le SUV noir avait été filmé par des caméras de circulation alors qu'il quittait Lebanon en direction du nord sur l'autoroute 39. Les plaques d'immatriculation avaient été volées 3 semaines plus tôt sur un véhicule garé dans un parking longue durée de l'aéroport. « Ce n'était pas un hasard », a déclaré Morrison à son capitaine. « C'était planifié, méticuleusement. » Le soir venu, Chen avait récupéré des fragments des messages supprimés. Ce qu'il a découvert a glacé le sang de tout le monde. Marcus
avait utilisé un logiciel de modification de la voix pour tous les messages audio. Les photos, elles avaient été volées sur les réseaux sociaux d'un touriste allemand, un homme qui n'avait aucune idée que ces images étaient utilisées pour piéger des Américaines. « Des Américaines ?» demanda Indiana d'une voix à peine audible. « Vous voulez dire qu'il y en avait d'autres ?» L'expression de Chen en disait long. L'agent Chen ouvrit une base de données sur son ordinateur portable, le visage sombre. Nous avons suivi une série de disparitions dans le Midwest. 7 femmes en 18 mois, toutes âgées de 21 à 26 ans. Toutes ont rencontré quelqu'un en ligne qui se faisait appeler sous différents noms. Marcus, Michael, Matthew, toujours commençant par M. Monsieur. Il tourna l'écran vers Indiana. 7 visages la regardaient. Des jeunes femmes au sourire éclatant, pleines d'espoir, tout comme elles l'avaient été ce matin-là. 3 corps ont été retrouvés, poursuivit Chen calmement. 4 sont toujours portés disparus. Toutes ont envoyé leur dernière position connue à des amis ou à leur famille avant de disparaître. Des parkings, des aires de repos, des rues tranquilles. Indiana porta la main à sa bouche. La ferme abandonnée, c'est là qu'il m'emmenait. Morrison acquiesça. Nous avons des équipes sur place, des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, des experts médico-légaux, tout. Mais qui est-il ? Murmura Indiana. L'homme du parking, Jake, qui est-il vraiment ? Chen afficha une photo floue prise par une caméra de surveillance routière du conducteur du SUV. Nous effectuons actuellement une reconnaissance faciale, mais Indiana, vous êtes la première victime à vous être échappée, la première à pouvoir l'identifier. Vous avez vu son visage de près, ce qui signifie, ajouta Morrison avec prudence, qu'il sait que vous pouvez l'identifier vous aussi. Indiana sentit son sang se glacer. « Il va venir me chercher. Nous ne laisserons pas cela arriver, » lui assura Morrison. Mais elle posa la main sur son arme de service et ses yeux continuaient à se tourner vers les fenêtres. Le prédateur était toujours là, dehors. Et maintenant, il avait une raison de terminer ce qu'il avait commencé. L'équipe médico-légale dépêchée dans la ferme abandonnée fit une découverte horrible en quelques heures. Enterrés sous le plancher pourri de la grange, les restes de 2 femmes, correspondant toutes 2 à la description des victimes disparues, figurant dans la base de données de l'agent Chen. Mais la percée est venue d'une source inattendue, le téléphone piraté d'Indiana. Lorsque Marcus avait supprimé les messages à distance, il avait accédé à son appareil à l'aide d'un logiciel espion qu'il avait installé quelques semaines plus tôt via un lien malveillant, déguisé en recommandation de livres. L'équipe de Chen a retracé l'origine du logiciel espion jusqu'à une adresse IP à Gary, dans l'Indiana, en filtrant plusieurs couches de VPN jusqu'à ce qu'elle trouve la source. Une maison modeste dans une rue résidentielle calme, enregistrée au nom d'un homme nommé Jacob Jake Brenner, 43 ans, ancien technicien informatique ayant déjà fait l'objet de plaintes pour harcèlement en ligne qui n'avaient jamais abouti à des poursuites. On l'a, a annoncé Chen à 3 heures du matin, alors que les équipes tactiques encerclaient la maison de Brenner. Partie 2. L'arrestation. Jake Brenner ne s'est pas enfui. Lorsque les agents ont enfoncé sa porte à l'aube, ils l'ont trouvé devant son ordinateur, en train de supprimer frénétiquement des fichiers. Mais il était trop tard. L'équipe de Chen avait déjà cloné ses disques durs à distance. Ils ont découvert le manuel détaillé d'un prédateur, des dizaines de faux profils sur des sites de rencontres et des forums littéraires, des scripts pour engager la conversation, des techniques de manipulation psychologique. Des fichiers sur plus de 30 femmes, avec leurs emplois du temps, leur vulnérabilité, leurs peurs, tout ce qu'il avait appris en feignant de s'intéresser à elles. Le dossier d'Indiana était le plus complet. 2 mois de notes quotidiennes, documentant sa solitude, son emploi du temps, son trajet jusqu'au café. Des photos prises à distance montrant son immeuble, sa voiture, sa routine quotidienne. Il vous suivait depuis des semaines avant même de vous envoyer son premier message, expliqua gentiment Morrison à Indiana. Il vous a étudié, il a tout appris sur vous. Puis, il est devenu exactement la personne dont vous aviez besoin. Dans le garage de Brenner, le SUV noir, des produits de nettoyage, des liens,
et une pelle avec des traces de terre correspondant à l'emplacement de la ferme. Partie 3. Le procès. 8 mois plus tard, Indiana était assise dans une salle d'audience bondée alors que le procès de Jacob Brenner touchait à sa fin. Elle avait témoigné pendant 3 heures, revivant chaque détail de ce matin d'avril. Les messages, la rencontre, le moment où elle avait compris la vérité. Les preuves étaient accablantes. L'ADN des victimes de la ferme, les enregistrements numériques de ces stratagèmes de catfishing, le témoignage d'Indiana et de 2 autres femmes qui avaient échappé à des rencontres antérieures, mais avaient eu trop peur pour les signaler. Le jury délibéra pendant 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation, annonça la présidente du jury. 7 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré. Plusieurs chefs d'accusation d'enlèvement, de tentative d'enlèvement et de cyberharcèlement. Brenner n'a montré aucune émotion lorsque le juge l'a condamné à 7 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais alors qu'on l'emmenait, il s'est retourné et a regardé Indiana droit dans les yeux. Pas avec colère ou remords, mais avec un regard froid et calculateur, comme si elle n'était encore qu'une donnée à étudier. Indiana a soutenu son regard jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la porte. Elle avait survécu, elle avait témoigné, elle avait contribué à faire en sorte qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. Mais il lui faudrait des années pour que les cauchemars s'estompent. Partie 4. Aller de l'avant. Indiana est retournée dans le Michigan 6 mois après le procès. Elle a changé de numéro de téléphone, supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux et commencé une thérapie 2 fois par semaine. Sarah lui rendait souvent visite sans jamais lui dire « je te l'avais bien dit », mais simplement pour être là quand les crises de panique survenaient. Elle a fini par reprendre ses études, se spécialisant dans la cybersécurité, transformant ainsi son traumatisme en motivation. Elle intervient désormais dans les lycées et les universités pour parler de la sécurité en ligne, mettant en garde les jeunes contre les signaux d'alerte qu'elle n'avait pas su détecter. « Fiez-vous à votre instinct », dit-elle à son auditoire. « Si quelque chose vous semble louche, c'est probablement le cas. Aucune relation ne vaut la peine d'ignorer votre intuition. » Le forum littéraire où elle avait rencontré Marcus a mis en place des protocoles de vérification stricts. Les applications de rencontres ont ajouté de nouvelles fonctionnalités de sécurité. L'affaire Indiana a été un catalyseur de changement. Mais 7 familles pleurent encore leurs filles, qui ne sont jamais rentrées à la maison. 4 corps n'ont jamais été retrouvés. Et quelque part dans une prison de haute sécurité, Jacob Brenner est assis dans sa cellule, convaincu qu'il était plus intelligent que tout le monde. Il se trompait là aussi.